Merci de choisir Kin 24 Télévision et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission 45 minutes pour convaincre. Sur ce plateau, nous avons déjà un invité, il s'appelle Jean-Jacques Mamba. Il est porte-parole du mouvement de libération du Congo, parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo. Bienvenue, monsieur Jean-Jacques Mamba. Comment se porte le parti? Très bien, dans les tumultes des tractations avec la Cour constitutionnelle, on a déposé un recours, mais à part cela, nous allons très bien. Voilà, merci, je ne serai pas seul sur ce plateau. John Titende m'accompagne pour co-présenter cette émission. Bienvenue, John. Merci et à toi autant, Joseph Boumbi. Alors, John, apparemment, l'émission ne tournera que sur le processus électoral. Tout à fait, Joseph Boumbi. Essentiellement sur les processus électoraux, de la transparence, de la crédibilité et de l'inclusivité du processus électoral courant en République démocratique du Congo. Très bien. Alors, déjà, Jean-Pierre Bemba a quitté, il revient au pays pour se représenter. Apparemment, c'est quand même une surprise agréable. Est-ce que le parti s'est préparé, en tout cas pour une véritable libération de Jean-Pierre Bemba et prévoir de se présenter aux élections présidentielles? C'était prévisible au niveau du parti? Non, nous y croyons. Hein. Nous étions restés en échantillon restreint à croire à sa libération, à son acquittement. C'est vrai que durant les 10 dernières années, nous avons perdu beaucoup de camarades qui n'y croyaient plus. Nous avons tenu, nous avons cru jusqu'à la fin et nous étions très soulagés qu'il soit acquitté dans cette affaire grave parce que c'était des accusations très très graves. Il a été lavé de tout soupçon et de toute accusation. Nous en étions réjouis et agréablement surpris de voir l'accueil qu'on lui a réservé ici à Kinshasa lorsqu'il est revenu. Donc ça a dépassé largement le cadre des militants, le cadre du parti. C'était une affaire nationale. Lorsqu'il s'est déplacé aussi à Guémena, c'était pareil. Donc nous nous en réjouissons et espérons que la suite sera favorable aussi. Un accueil qui se justifie largement, c'est le contraire qui aurait étonné, avoir passé 10 ans derrière les barreaux, quoi de plus normal que les curieux viennent voir ce qu'est devenu le sénateur Bemba. Mais essayez d'aller 10 ans en prison et revenez, on verra si on va vous accueillir. Il faut quand même être M. Jean-Pierre Bemba pour avoir fait 10 ans et être accueilli de cette manière-là. Je pense que essayer de caricaturer, c'est quand même caricatural que vous banalisiez un tel événement. Moi, je pense qu'il y a eu des milliers et des milliers de personnes et c'est très rare de voir cela dans notre pays. Et donc voilà, pour ceux qui arrivaient, nous remercions tous ceux qui étaient là. Mais je veux dire, ce n'est pas n'importe qui irait en prison 10 ans et qui se fera accueillir de cette manière-là. Donc ça prouve aussi à suffisance que c'est une très grande personnalité qui était très attendue parce que les gens ont passé toute leur journée à attendre M. Bemba. Ils sont restés jusqu'au soir. Il y en a qui ont dormi avec lui au GB parce qu'il était interdit d'accéder à sa résidence. Il y en a qui ont passé la nuit avec lui durant tout son séjour. Il y a aussi la police. Mais comment vous l'avez digéré, le fait qu'il soit c'est une pure provocation. C'est une pure provocation, mais vous savez, M. Bemba a acquis une certaine maturité durant ces dernières années et nous connaissons comment la majorité fonctionne. Donc c'était une pure provocation. Il a accepté. Donc, autrement dit, l'homme n'est plus le même. Mais non, il a beaucoup changé. L'homme a évolué. Vous savez, il a accepté de s'affaler. Pondéré. Il a accepté de s'affaler sur un divan inconfortable pendant 3 jours. Il n'a pas bronché. Il a accepté la situation parce qu'il avait un objectif essentiel, c'était de déposer sa candidature et il ne voulait pas se perdre dans des... Du coup, après cet accueil-là, le MLC revoit ses ambitions à la hausse. Et puis, on s'est dit pourquoi pas aller à la présidence et puis s'imaginer un peu un nouveau Mandela. Non, parce que déjà en 2006, nous avions 43%, donc personne n'a atteint ce score-là en 2011. Je veux dire que ce ne sont pas des ambitions revues à la hausse, ce sont des ambitions qui correspondent à la stature de l'homme. C'est-à-dire que M. Jean-Pierre Bemba en 2006, ça fait 43%. M. Kabila, 5 ans après, oui, peu importe le tour, mais c'est 43% de Congolais qui l'ont élu. Et M. Kabila en 2011 n'a fait que 32%. Donc voyez-vous bien que c'est à la hauteur de la stature de la personne que les ambitions sont placées et ce n'est pas de la prétention ou bien de l'exagération non plus. Voilà, il arrive, après il fait sa première conférence de presse, il annonce beaucoup de choses. On constate quand même que l'homme Bemba a beaucoup évolué, n'est-ce pas, surtout dans son esprit d'ouverture. Très ouvert, très mature, beaucoup plus tempéré. Et puis il a appris beaucoup en prison, parce que c'est la première expérience de sa vie, de toute son existence, il n'a jamais été privé de liberté.
Je crois que cette privation de liberté a apporté beaucoup de sagesse dans sa vie. Je crois que beaucoup plus d'empathie pour comprendre aussi la situation de ceux qui traversent ces moments difficiles. Là, je fais la mention à tous ceux qui sont incarcérés à Makala sans jugement, ceux qui sont arrêtés à Makala pour faute, par jugement incohérent, genre Jekoko Moulumba qui s'est fait arrêter pour une conversation WhatsApp, Diomi... sans compter les geôles des services. Donc voilà, donc je veux dire simplement que nous sommes quand même dans un pays où 80% des personnes incarcérées n'ont pas bénéficié de jugement. Lui, il a eu la chance d'être incarcéré. Il y avait un long procès qui a épilogué sur un acquittement. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais je pense qu'il a une meilleure perception finalement de ce que peut être la justice et de comment elle peut détruire la vie d'une personne. Parce qu'il faut quand même le dire que M. Jean-Pierre Bemba a perdu 10 ans de sa vie pour une cabale, une histoire qui n'a jamais existé, pour rien. Et je crois qu'il aura beaucoup plus d'empathie. Et lorsqu'il sera président de la République, je pense qu'il aura vraiment un penchant, une vue assez sévère sur l'impartialité de la justice pour que le pays fonctionne mieux. Et la joie des bembistes n'a fait qu'une courte durée, parce que après avoir déposé, n'est-ce pas, sa candidature, quelques jours après, cette candidature se verra invalidée. La candidature n'a pas été provisoirement. Oui, elle n'a pas été invalidée, mais... Finalement, vous ne trouvez pas que c'est une sorte de désillusion? On va l'expliquer très rapidement. Elle n'a pas été invalidée, mais elle n'a pas été reçue. Ça veut dire que la CENI a refusé de recevoir la candidature du sénateur Jean-Pierre Bemba. Mais cela pose 3 questions essentielles. La première question, c'est celle de la compétence. La question est de savoir est-ce que la CENI a compétence d'interpréter la loi. Lorsque vous consultez la loi organique portant création de la CENI, vous allez constater que la CENI n'a pas dans ses attributions l'interprétation de la loi qui est un domaine réservé exclusivement à la justice et notamment dans le cas échéant à la Cour constitutionnelle. La deuxième question qui est posée, c'est sur la forme. Lorsqu'on parle de la forme, ici on est en train de voir les lois concernées. Les conditions d'inéligibilité sont dans quelle forme? Sont dans une forme irrévocable. Donc il s'agit effectivement d'exclure une personne lorsque toute possibilité de recours par rapport à l'infraction reprimée sont épuisées. Ça veut dire lorsque le jugement atteint la force de la chose jugée. Donc au niveau de la forme, lorsqu'on parle de subornation de témoins, vous allez constater qu'il y aura le 17 septembre à 15 h un verdict. Cela veut dire que l'affaire n'est pas terminée. C'est une affaire qui est en cours. Donc au niveau de la forme, M. Bemba montre... ce jugement n'est pas encore irrévocable. Non, il n'est pas encore irrévocable. Donc au niveau de la forme, M. Bemba n'entre pas dans les conditions d'inéligibilité, même s'il était condamné pour corruption, d'autant plus que à la fin, comme vous le savez, le 17 septembre, il y a un jugement. Et pour épiloguer, il y a la troisième question, c'est celle du fond. Et là, nous avons la nature du droit pénal qui vous dit que il ne souffre d'aucune interprétation analogique, il n'y a pas possibilité de faire analogie en droit pénal. Et donc, lorsque vous prenez, que ce soit le statut de Rome ou que vous prenez le code pénal congolais, vous remarquerez qu'il y a un distinguo net qui est fait au niveau de la qualification entre la subornation et si vous voulez, la corruption, 129, 147, des articles distincts. Et vous avez la même chose au niveau du statut de Rome, où vous avez une énumération limitative des infractions et une qualification distincte entre la subornation et la corruption. Donc, ces 3 questions-là sont posées, et lorsque vous y répondez, vous allez remarquer que cela s'est fait de manière subjective et ils ont naturellement reçu des instructions pour éliminer à tout prix la candidature de M. Peut-être que vous n'avez pas lu Bemba. l'arrêt de la Cour pénale internationale. Je l'ai lu. Tout justement, le sénateur Jean-Pierre Bemba a recouru à la corruption des témoins. Il a corrompu les témoins pour qu'il dénature les faits. Vous ne trouvez pas que vous tombez du coup dans les fonctions de la corruption? Il faut bien lire le jugement. Vous savez qu'une personne peut être condamnée simultanément pour corruption et subornation. Lorsqu'on parle de corruption, il s'agit des agents publics. Lorsque vous avez en face de vous une personne qui est dépositaire de l'autorité publique, dans le cas de la Cour, le juge, et que vous sortez de l'argent pour corrompre le juge, la Cour pénale internationale, le statut de Rome, qualifie ce fait de corruption. Lorsque vous faites une pression morale sur un témoin pour obtenir un témoignage, la Cour pénale qualifie cela de subornation. Même s'il voulait donner de l'argent. Et encore que M. Bemba rejette même ces accusations de subornation. Pouvez-vous imaginer il y a quelques années, lorsque M. Bemba était condamné à 18 ans de prison, et que des faits allégués graves, de meurtre, de viol, pesaient dans son dossier, qu'il pouvait être acquitté? Ça veut dire que la justice a ses mystères. Donc même au niveau de l'appel pour la deuxième affaire,
M. Bemba ne reconnaît même pas avoir suborné les témoins. Mais dans les cas de figure, même si c'était le cas, lorsque vous avez affaire à un agent qui est dépositaire de l'autorité publique et que vous sortez de l'argent, vous le corrompez. Lorsqu'il s'agit d'un individu XY qui, lui, n'est pas dépositaire de l'autorité publique et dont le témoignage n'engage que sa personne, en ce moment-là, il n'y a pas corruption, il y a subornation. Voilà, donc c'est vraiment très clair, c'est vraiment distinct et c'est quand même très grave que la CENI se mue en juge pour commencer à interpréter la loi. Non, alors, selon notre loi électorale, quand est-ce que alors le sénateur pourrait être, n'est-ce pas, son dossier ne pouvait pas être recevable? Dans la mesure où il y aurait dans son casier judiciaire une condamnation irrévocable dans les conditions d'inéligibilité. Ça veut dire que s'il aurait été condamné de manière irrévocable pour viol, pour corruption ou pour tout autre délit contenu dans la liste limitative des conditions d'inéligibilité, on pouvait l'exclure. Des témoins également? Non, la subornation n'est pas dans la loi électorale, alors que dans notre code pénal, elle y est. Il aurait fallu que le législateur, celui qui a finalement, si vous voulez, peaufiné la loi électorale, y mentionne de manière expresse la subornation. Elle n'est pas mentionnée. Et on ne peut pas faire d'analogie parce que c'est le droit pénal. Non mais Jean-Jacques Mamba, lorsque un pénaliste de la trempe du professeur Nyabirungu, pour ne pas citer son nom, dit clairement que la subornation est une forme de corruption. Est-ce que vous savez combien d'années... Ce n'est pas n'importe qui. Combien d'années M. Tambwe Mwamba fait au barreau? Ce sont des juristes chevronnés, voilà, mais qui envoient quand même un courrier à la CENI avec la liste des personnes qu'on doit invalider. Dans ce pays, ce n'est plus la qualité ou le nombre de doctorats qui compte. Nous avons un gros problème de moralité. M. Nyabirungu s'est fait contredire par ses propres étudiants lors de la conférence, parce qu'il a des écrits, il y a des syllabus, il y a des livres qu'il a écrits. En tout cas, il a autorité en la matière. Oui, il avait autorité jusqu'au jour où il a débité des inepties. Ah bon. Mais lorsqu'il y a dans son livre, c'est bien marqué, lui-même il écrit que le droit pénal est d'interprétation stricte et ne peut souffrir d'aucune analogie, il est tout à fait aberrant que la même personne, après 20 années d'enseignement, vienne vous dire que nous pouvons considérer que la... C'est une forme. Non, mais ce n'est pas possible. Naturellement, nous apprenons qu'il a reçu, qu'il a été monnayé, qu'il a reçu un peu d'argent pour le faire. Des propos graves, vous pouvez-vous les prouver? Je les assume parce que je suis en train de nous quoi que ce soit. Je parle au conditionnel, mais il faut quand même qu'il y ait un leitmotiv qui va pousser une personne à se renier scientifiquement et qui va même se mettre en mal vis-à-vis de ses étudiants qu'il a enseignés depuis plusieurs années. Alors, vous n'avez pas entendu, légaliste que vous êtes, vous avez saisi la Cour constitutionnelle. Mais nous pensons que, imaginez-vous, regardez ce qui s'est passé. Le Conseil de sécurité s'est réuni. Et la Cour pénale internationale a envoyé un courrier, je suppose que vous l'avez lu, dans lequel elle explique très bien que la subornation, ce n'est pas la corruption, et qu'elle interdit à la Cour constitutionnelle d'interpréter la loi en fonction d'une affaire qui est entre guillemets en cours. C'est ce que ce courrier-là voulait dire. Imaginez-vous le scénario, nous avons le verdict le 17 septembre. Ouais. La Cour a 7 jours pour répondre. La Cour se décide, avec la pression politique que nous savons, parce que tout le monde a été changé là-bas, d'invalider le sénateur pour subornation. Et le 17, la Cour pénale internationale qui a instruit l'affaire de bout en bout, vous dit que la personne est acquittée. Qu'est-ce que vous faites? Parce que les recours sont inattaquables. Donc, raison pour laquelle le législateur a prévu qu'avant d'exclure un candidat suivant la loi, il faut que la condamnation soit irrévocable parce que lorsque la procédure est en cours, vous allez invalider quelqu'un injustement et après la personne est acquittée, vous devriez alors en ce moment-là la rétablir dans ses droits et ce n'est pas propre. Alors dans quelques jours, la Cour constitutionnelle doit se prononcer. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le MLC pourra trouver gain de cause? Non, ici nous cherchons la victoire du droit. Vous savez, lorsque nous étions en train de soutenir le sénateur Jean-Pierre Bemba pendant ces 10 années, nous avons continué à dire, acclamer son innocence. Moi je suis porte-parole depuis 4 ans, je ne fais que dire la même chose. Beaucoup de gens n'y croyaient même pas. Beaucoup de gens nous disaient qu'on était en train de perdre notre temps. Et nous avions dit et nous répondu à ces personnes que nous croyons qu'à un certain moment, la vérité doit triompher et le droit doit triompher. Au niveau de la Cour constitutionnelle, c'est le verrou de la République. Si, M. Kabila, si nos instances politiques font pression sur la Cour, ça veut dire que ce pays n'aura plus de verrou. Qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes? Nous avons voté une loi pour protéger le chef de l'État après l'exercice de ses fonctions, c'est-à-dire le statut d'ancien chef d'État. Imaginez-vous un scénario où l'opposition prend le pouvoir et remet en cause cette loi, en utilisant la Cour constitutionnelle pour enlever cette immunité et poursuivre M. Kabila. Ça veut dire que dans une république, nous devons construire un idéal et avoir, si vous voulez, des limites.
Se dire qu'à un certain moment, nous pouvons nous départager sur la philosophie de gestion du pays, ceux de gauche, ceux de droite, se critiquer sur les bilans, ainsi de suite, mais être d'accord sur le socle de la République, qui est la Constitution, qui est finalement la loi qui nous permet de tous vivre ensemble en harmonie. Donc dès lors qu'on commence à aller à outrepasser ses fonctions et ses droits, alors que M. Kabila est astreint à organiser de manière harmonieuse la séparation des pouvoirs et le fonctionnement des institutions. Mais c'est très simple, le jour qui ne sera plus au pouvoir, les nouveaux acteurs, suivant ce paradigme, pourront aussi tout remettre en cause, et là ça pose problème. Donc nous aimerions que la Cour ne subisse aucune pression et qu'elle dise le droit suivant notre code pénal, suivant la jurisprudence et suivant la Jean-Jacques Mamba, si par malheur la Cour constitutionnelle émettait sur la même longueur d'onde que la CENI, que ferait les MLC? Irez-vous jusqu'à boycotter les processus? Je ne sais pas de manière prémonitoire vous dire ce qui va se passer, parce qu'il se peut que la Cour... Mais au cas où, dans cette hypothèse... J'évolue avec ma réponse. Ouais. Je ne sais pas de manière prémonitoire vous dire, écoutez, voici ce que le MLC fera. Pourquoi? Parce que nous sommes un parti organisé, un parti républicain qui a des structures, et ce genre de décisions sont prises au bureau politique. Elles ne sont prises que sur le tas. Ça veut dire que nous attendons la décision arrive, le bureau politique se réunit et tire les conséquences. Et en ce moment-là, vous connaîtrez la position du parti. Mais à ce que je sache, nous restons confiants, parce que nous nous disons qu'à un certain moment, le monde entier, vous avez entendu parler de ce qui a été dit au Conseil de sécurité, vous avez la Cour internationale de justice, vous avez beaucoup d'instances internationales qui sont en train d'observer ce qui va se passer à la Cour constitutionnelle. Et lorsque vous rendez un arrêt, vous marquez votre nom, vous entachez, si vous voulez, votre personnalité, et ça suit votre background jusqu'à la fin et votre carrière aussi. Donc j'espère que nos amis de la Cour constitutionnelle, nos éminents juges, ne vont pas laisser leur carrière entachée. Bon, j'aimerais pas utiliser cette expression, donc je les appelle des éminents, donc je ne parle que du plan scientifique, la sagesse c'est quand même autre chose, et donc nos éminents juges ont tout intérêt pour leur carrière, pour le futur, à écrire l'histoire de la meilleure manière, sans influence aucune. On ne leur demande pas de valider le sénateur Jean-Pierre Bemba, nous leur demandons de faire et de dire le bon droit. Et le bon droit, c'est se basant sur notre code pénal, sur la jurisprudence et sur la doctrine, que pour constater que, l'affaire est en cours, donc on ne peut pas invalider une personne pour une affaire qui n'est pas irrévocable, et que de deux, la subornation ne sera jamais dans... Cette lex, Jean-Jacques Mamba disent les Romains, la loi est dure, mais c'est la loi. Les candidats à la présidentielle ou à tout autre niveau doivent présenter l'extrait du casier judiciaire. Pensez-vous qu'une personne dont les casiers judiciaires est entaché peut prétendre diriger les Congolais? Ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne même pas outre mesure, et je vais vous expliquer pourquoi. Ouais. Douralex, Cedlex, ça doit être valable pour tout le monde. Et je vous donne un exemple banal. J'engage une discussion avec vous maintenant qui débouche sur une bagarre. Coups et blessures volontaires, ça sera inscrit dans mon casier judiciaire. Et vous pensez que parce que c'est inscrit dans mon casier judiciaire, je n'ai pas le droit de devenir président de la République. Mais je peux, parce que la loi est taillée... Article 10. Voilà, la loi est taillée de telle sorte que quelqu'un qui est insulté ne soit pas exclu. Je peux être en Europe. Plusieurs présidents de la République européenne ont brûlé des feux. Vous pouvez avoir une contravention pour un excès de vitesse. Casier judiciaire entaché. Entaché, mais vous pouvez être candidat président de la République. Il y a une catégorie d'infractions pour lesquelles, l'honneur étant souillé et entamé, limitativement énuméré, on vous interdit d'être candidat président de la République. Mais malheureusement, la subornation, ou heureusement pour nous, la subornation, entre guillemets, heureusement pour vous, hein. Mais elle n'y est pas. Parce que jusque-là, nous contestons même cette subornation. Mais non, c'est clair que les choses sont claires comme de l'eau de roche, et il n'y a pas sujet à discussion. Alors, M. Mamba, au même moment qu'il y a ce débat ici au pays, la communauté internationale qui lance un appel à l'inclusivité. Et qu'est-ce que cela vous inspire? Mais écoutez, la communauté internationale réitère notre volonté commune, c'est-à-dire celle de toute la classe politique, majorité opposition, au travers de l'accord de la CENCO, de faire de ce processus un processus inclusif. Mais vous savez, M. Kabila, qu'on qualifie à tort aujourd'hui de père de la démocratie, il est le père du chaos. Parce qu'en réalité, M. Kabila n'a jamais rien respecté. Je veux dire que M. Kabila, si déjà on doit l'appeler... Il est le père de la démocratie. Raison pour laquelle le calendrier indique qu'on doit produire des bulletins papier, mais il doit produire des bulletins papier. Non, il n'a fait que transformer cette date de la production des bulletins papier à la production de... Nous avons suivi Jeune Afrique avec des audios clairs
dans lesquels il était bien dit à l'hôtel du Fleuve que maintenant que nous aurons notre machine, nous aurons notre majorité. Qui lui a donné mandat de prendre la machine à la place des papiers? Quand est-ce qu'il a appelé la classe politique pour trouver un consensus? L'authenticité de cet audio. Vous pensez, est-ce que vous avez déjà vu un procès en diffamation contre Jeune Afrique? Pourquoi, si c'est faux, pourquoi ils n'ont pas attaqué Jeune Afrique en diffamation? Parce qu'on a même cité les noms des personnes. Parce que c'était vrai, il y a eu cette réunion à la Cité du Fleuve, enfin à l'hôtel du Fleuve, il y a eu des audios, des enregistrements. Jusqu'à preuve du contraire, Jeune Afrique n'a jamais été attaqué. Donc, pour la majorité, cette machine est un outil pour fabriquer une nouvelle majorité. Et naturellement, changer la Constitution par après pour permettre au père de la démocratie de revenir. Alors, M. Jean-Jacques, en tout cas, nous sommes pressés un peu par le temps. Quel est le message que vous avez à adresser à vos militants qui vous suivent de partout et qui sont en train d'attendre et le verdict de la CPI et le verdict de la Cour constitutionnelle? Mon ami, avant ces messages, il y a aussi un autre problème. Les électeurs sans empreinte qui s'évaluent à 10 millions, 16,6%. Au MLC, comment... Mais c'est très grave, parce que vous savez ce que ça veut dire. Ouais. Ça veut dire que le matin, je peux voter à Limeuté, l'après-midi, je vais voter à Lemba, je remonte à Étant sans empreinte. Étant sans empreinte, on ne va pas me détecter. Et ça aussi, ça prouve à suffisance que la CENI est restée plus dans ce qui est politique, mais elle n'a pas porté la technicité. D'ailleurs, pour qu'on tombe à ces 16,6%, on est passé de 46 millions à 36 millions à cause des doublons. Vous pensez que la CENI a travaillé sérieusement? Comment est-ce que dans un laps de temps comme ça, on peut produire 10 millions de doublons? L'équivalent d'un pays plus grand que le Gabon. Presque l'équivalent de la population du Rwanda. Donc ça prouve à suffisance que la CENI n'a pas mis beaucoup de sérieux dans cette affaire. Et on a élagué les doublons. Vous que c'est voulu, c'est intentionnel. Ça, c'est vous qui accusez cette fois-ci. Donc peut-être. Alors, d'abord, on élague les 10 millions de doublons et puis on se retrouve avec 16% de personnes sans empreinte. Mais c'est gravissime. M. Nanga s'est engagé à donner des réponses. On ne peut pas aller aux élections avec ces fichiers. Voilà, en tout cas... On doit trouver des réponses à cela. Un message pour clôturer notre émission. Écoutez, c'est un plaisir. C'est la première fois que je me soumets à cet exercice autant difficile qu'agréable. Et donc voilà, pour nos militants, ce que nous disons, c'est que le président Jean-Pierre Bemba a demandé la sérénité. Nous sommes confiants. Nous disons que la Cour constitutionnelle fera son travail. Nous épuiserons toutes les voies de droit. Et voilà, nous attendrons que le verdict tombe. Et nous allons nous y conformer. Et naturellement, le bureau politique prendra des décisions conséquentes par rapport à cela. Voilà, c'est avec ce vœu que nous allons devoir mettre un point final à cette émission. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. En tout cas, prochain rendez-vous jeudi 22h, mais également vendredi 11h15. Au revoir.